Bonjour à tous, salut Adrien, on est très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le canapé du Job Show. Ça fait très longtemps qu'on veut faire cette interview, donc très contente. Comment vas-tu ? Hello India, hello Jade, ça va et vous ? Bah écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de start-up, d'événements technologiques, mais on explique très rarement comment tout cet écosystème se construit. Aujourd'hui, on est très heureux de te recevoir, Adrien, en tant que cofondateur de Raise. Donc avec toi, on va revenir sur la création de Raise, d'où t'es venue l'idée, pourquoi tu as créé un salon sur l'IA, comment on passe d'un projet à un événement qui réunit aujourd'hui des centaines de speakers et des milliers de participants. Donc dans cet épisode, on va parler entrepreneuriat, avec les débuts, les doutes, les moments où on se dit que parfois ça ne peut ne pas marcher, et bien sûr de ceux où tout s'accélère. Donc très heureuse de te recevoir. Et avant de parler de Raise, est-ce qu'on peut parler un peu de ton parcours, les études que tu as faites, quel a été ton état d'esprit quand tu sortais de l'école justement, et comment tu t'es dit « Allez, je vais monter Raise ». Raconte-nous tout. Déjà, merci beaucoup de me recevoir, c'est très sympa. Mon parcours, écoutez, j'ai grandi à Paris. Ouais. Et j'ai décidé de partir faire mes études en Angleterre. Je suis parti à Londres, à UCL, faire un bachelor de management et de technologie. Et après, je suis rentré faire un master en France, à l'ESSEC, où j'ai suivi un parcours un peu classique de grande école. Et j'ai fini par un master à Polytechnique et à HEC en alternance. J'avais encore des mois de stage à finir avec l'ESSEC et c'était pendant le Covid et ça tombait bien. Donc, j'ai fait ce master pour terminer, un master que j'ai fait en alternance en VC, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à me dire que je voulais monter ma propre boîte, et je me suis lancé dès la fin de mes études après. Est-ce que c'est pendant ce master où tu t'es dit je vais entreprendre ? Est-ce que tu as eu une rencontre, un pote qui t'a dit je pense à ce projet ? Ou comment tu t'es dit on va monter un sommet sur l'IA du coup ? Moi déjà, dès le départ de mes études, quand je suis parti en Angleterre, dès le départ, j'avais envie de monter quelque chose, et le bachelor que j'avais fait en Angleterre me permettait de prendre des cours d'entrepreneuriat, etc. Et c'est dès le départ quelque chose qui m'a passionné, et je me suis dit que dès la fin de mes études, je monterais quelque chose. C'était un petit peu mon objectif. Pendant mon master à HEC et Polytechnique, j'avais déjà un projet en tête que j'ai fait avec mon ex-associé Victor, que j'embrasse très fort. On commençait à travailler sur un projet ensemble. On a en fait monté 2 boîtes en 1 an et demi avec Victor. Un premier projet plus immobilier, où on avait commencé par une marketplace d'espace que tu pouvais louer. C'était pendant le Covid, et on disait à chaque fois que les bureaux étaient morts et que les gens devraient travailler dans des espèces de petits îlots un petit peu partout à la WeWork. Et nous, on a mis en place une marketplace du coup pour centraliser tout ça et permettre aux salariés de venir travailler dans des bureaux un petit peu partout, couvrir le territoire français et européen pour que les gens puissent travailler de partout. Et ensuite, on a monté une plateforme de marketing où on permettait à des marques de placer leurs produits dans des locations de courte durée, donc dans des hôtels ou des Airbnb. Mais ouais, c'était déjà les 2 projets qu'on faisait étaient complètement différents. Et puis après, je suis parti sur un projet encore plus différent avec Henri. Avec Henri, et du coup, avec Henri, tu as créé Raise. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, Raise Summit, c'est quand même aujourd'hui la principale conférence européenne qui est dédiée à l'intelligence artificielle, qui réunit des innovateurs mondiaux, des startups et des géants de la tech pour façonner en fait l'avenir de l'IA. Et du coup, comment vous est venue cette idée ? Du coup, alors pour revenir un petit peu en arrière, on a dû arrêter notre boîte avec Victor parce qu'encore une fois, sur la deuxième boîte qu'on avait faite, on s'est rendu compte que le business model était pas top, pas ultra pertinent. Donc, on a décidé d'arrêter, et s'en est suivi pour moi une période de recherche. Victor est parti au BCG faire du conseil, et moi, j'ai voulu continuer dans mon chemin entrepreneurial avec beaucoup d'hésitation parce que j'ai passé des mois, quasiment 1 an, à rechercher un projet. Je savais que j'étais passionné par la tech, je m'intéressais beaucoup à l'IA, commençais à parler beaucoup d'IA. C'était avant l'arrivée de ChatGPT, mais je m'intéressais beaucoup à l'IA. Et de manière complètement opportune, on s'est retrouvé avec Henri un jour. Henri, qui est mon copain de lycée et avec qui j'ai échangé très souvent. Et en fait, Henri est rentré d'un voyage et m'a dit « Est-ce que tu veux qu'on prenne un café ?» On est resté 6 heures à ce café et on est reparti en se disant qu'on aimerait bien explorer des choses ensemble. Et au départ, on a commencé à réfléchir, à se dire « Faisons une plateforme de formation en IA. » Okay. Henri travaillait un peu sur ça et il m'a dit si tu veux, tu peux commencer à bosser sur ça avec moi. On s'est mis dessus pendant 2 ou 3 mois.
On a commencé à monter la boîte, on a commencé à avoir des premiers échanges avec des clients potentiels. Et en fait, c'était pas du tout un format qui nous intéressait. Le format conseil, c'était pas quelque chose qui nous animait. Et en fait, au quotidien, on avait du mal à trouver du coup cette motivation. Et on s'est dit, on fait mauvaise route, même s'il y a un potentiel énorme. Et plein de gens ont fait ça après. Et je pense que ça aurait pu marcher, on aurait pu se mettre dans ça. Et encore une fois, au travers d'une conversation complètement banale, à la fin d'une journée, on se rendait compte que justement, on en avait un petit peu marre de faire ça déjà. C'est Henri qui, de lui-même, m'a dit je sais ce qu'il faut qu'on fasse. Et il faut qu'on fasse un salon international sur l'IA. Moi, j'étais un peu décontenancé et je lui ai dit comment tu me sors ça? Et Henri a toujours des idées à droite, à gauche qui sortent de partout et de nulle part, mais et qui sont très souvent très bonnes. Et en fait, Henri m'a expliqué qu'aujourd'hui, toutes les grandes industries ont leurs conférences, leurs salons, et c'était pas le cas de l'IA. Alors qu'on était après la sortie de ChatGPT, on était au début de l'année 2023. Donc vraiment au début de ChatGPT. Et à partir de ce moment-là, je lui ai dit ok, mais on n'a jamais fait d'événementiel, on ne sait absolument pas ce que c'est. Comment tu commences, quoi. Comment tu commences? Henri avait organisé un TEDx avec 150 personnes dans son université à 20 ans, tu vois. Et moi, j'avais absolument rien fait, à part organiser une foire au vin dans mon premier stage. Donc, tu vois, c'était pas trop. Il n'y avait pas trop d'historique, on va dire. Et en fait, très rapidement, Henri aussi m'a dit je sais qu'il faut contacter pour faire ça. Faut qu'on contacte quelqu'un qui s'appelle Michael Amar et qui a monté la Paris Blockchain Week. La Paris Blockchain Week est un événement référence dans le monde de la blockchain et de la crypto. Et en fait, la Paris Blockchain Week avait exactement le même playbook que nous, c'est-à-dire que c'était un événement très international, très B2B et très qualitatif dans son offre aussi événementielle. Et c'était exactement ce qu'on voulait faire avec Henri. Donc en fait, on est rentré le soir même de ce verre. On a recherché le mail de Michael Amar, on ne savait pas si c'était le bon. Et on lui a envoyé un email en lui disant hello, on aimerait te rencontrer. Et on l'a rencontré le lendemain matin. Il nous a répondu dans l'heure et il nous a dit je pars pendant 1 mois aux US, mais j'ai 2 heures à vous accorder demain, donc avec plaisir pour vous voir demain. Donc on a passé la nuit avec Henri à faire des slides et à bosser du coup notre présentation de l'événement qui à l'époque n'avait pas de nom, on l'appelait GenAI Paris. Et le lendemain, on a rencontré Michael, on a passé 2h30 avec lui. Et à la fin des 2h30, Michael nous a dit les gars, je veux faire ça avec vous. Ça sera soit avec moi tout seul, soit avec la boîte. Mais en tout cas, j'en parle avec tous mes associés, il faut que vous les rencontriez. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à engager nos discussions avec Chain of Events, qui organise du coup la Paris Blockchain Week. Et donc, la rencontre avec Michael Amar a été la toute première étape de Raise. La première étape de Raise, c'était quelques mois avant, parce qu'en parallèle, du coup, quand on a arrêté l'offre de formation qu'on avait, on commençait déjà à travailler sur le format de l'événement. Donc, on avait commencé à réfléchir avec Henri sur qu'est-ce qu'on aimerait faire. Mais du coup, notre rencontre avec Michael et Charlie, Karim, Zaredine et Emmanuel, qui sont devenus ensuite nos associés, c'est là où tout s'est accéléré, où on a commencé vraiment à travailler ensemble et à définir l'événement. Et en fait, il y a eu quelques mois de latence avant qu'on commence vraiment à travailler ensemble. On a eu nos premiers échanges en mai et on a rejoint officiellement Chain of Events en novembre 2023. Ok. Et donc en novembre 2023, donc le premier événement de Raise, c'était en 2023 ? Non, on est arrivé en novembre 2023 et on a fait notre premier événement en avril 2024. Ok. Et en fait, c'était la journée d'ouverture de Paris Blockchain Week. Enfin, on le faisait un jour avant Paris Blockchain Week. Ça nous permettait d'avoir un petit peu de trafic de Paris Blockchain Week aussi si on avait des petits problèmes de participation à l'événement. Et ça nous laissait 6 mois pour organiser le premier événement. On pense que c'est beaucoup, c'est rien. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc ça a été une période qui a été... Enfin, tu pars de zéro, quoi. On part d'absolument zéro. On Ouais. n'avait aucune marque, aucune légitimité. On connaissait quelques personnes dans l'écosystème avec Henri, mais globalement, on partait d'une feuille blanche. Et en fait, ce qui a été génial, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand on arrivait en novembre avec Henri, on a eu la chance de bénéficier du support de toutes les équipes de Chain of Events. Déjà une grosse trentaine à l'époque. Ce qui fait qu'avec Henri, on a pu vraiment se concentrer juste sur la partie business. Et avec Henri, on s'est rapidement posé sur... On a des profils qui sont assez similaires avec Henri. Mais on s'est posé, on a regardé là où on était potentiellement le meilleur chacun de notre côté. Et Henri, en fait, a pris en charge la partie contenu, donc speaker, invitation speaker, et la partie sales qui est très proche parce que la plupart du temps, beaucoup de nos speakers sont aussi des sponsors de la conférence. Et moi, j'ai pris en charge plus tous les sujets marketing et opérationnels de Raise. Et c'est comme ça qu'on s'est réparti les tâches. Et à partir de ce moment-là, on est partis tous les deux, tête baissée, pour monter l'événement en 6 mois. Et justement, ça allait être ma question, c'est... Donc, le premier événement fonctionne bien. Et donc là, vous vous dites tous les deux, ça y est, c'est bon, il y a vraiment un truc à faire, on continue, on en fait un autre. Et est-ce que c'était un peu le moment révélation où vous vous êtes dit, on peut vraiment faire un truc avec ça, quoi ?
On avait traversé une petite période, une petite traversée du désert pendant quelques mois jusqu'à fin février, donc un mois avant l'événement, où c'était très compliqué pour nous de trouver la légitimité, de trouver les bons speakers. Il y avait déjà beaucoup de conférences sur l'IA qui se tenaient. Et en fait, nous, notre objectif depuis le départ, mais c'est facile à dire quand tu pars d'une feuille blanche, mais c'est de construire la plus belle conférence IA du monde, avec les plus beaux noms, avec la meilleure participation possible. Mais quand tu pars d'absolument rien, le temps joue contre toi, tu dois nouer des relations qui sont fortes avec les speakers que tu viens de border, ça prend du temps, ça prend des semaines, c'est beaucoup d'échanges. Et en fait, en décembre, janvier, février, avec Henri, on faisait souvent des points d'étape. Et d'ailleurs, on a fait un dernier point d'étape avec nos associés, qui était un go-no-go meeting, comme on l'a appelé. Et on devait remplir 3 critères qui étaient avoir une vingtaine de speakers, alors qu'on en voulait 110, avoir signé 2 clients, et un 3e critère, je ne sais même plus ce que c'était, et on n'en avait aucun des 3 qui était rempli. On avait 6 speakers, pas de sponsors, et le 3e critère, on ne l'avait pas du tout rempli non plus. Et donc, on a eu beaucoup de doutes pendant longtemps. Et on a eu une éclaircie. Ça se tient à pas grand-chose, mais on a eu une personne aux US qui nous a dit oui pour participer à la conférence. C'est quelqu'un qui s'appelle Rodrigo Liang et qui a une boîte qui s'appelle Samba Nova Systems, qui gère globalement ce qu'on appelle l'inférence, des puces pour inférence. Donc l'inférence, c'est quand tu vas sur ChatGPT et que tu fais tourner ton modèle, toi en tant que consommateur, c'est ce qu'on appelle l'inférence. Et lui a dit oui pour venir à Paris, pour venir à Raise. On avait trouvé le nom Raise à l'époque. Et à partir de ce moment-là, du coup, on a commencé à contacter tous ses concurrents et lui dire Rodrigo Liang sera à Raise, ça serait bien qu'il soit aussi. Ouais. Et on a eu la chance d'avoir une sorte d'effet de réseau en fait, qui s'est mis en place. Et en un mois et demi, en fait, on a réussi à avoir un peu plus de 100 speakers et une quarantaine de sponsors. Ah ouais. Tout s'est joué sur la dernière ligne droite, en fait. Tout s'est joué sur la dernière ligne droite. On s'était référencé sur un espèce de site assez sombre qui référence toutes les conférences tech et IA du monde, qui s'appelle Unite AI. Et on s'était mis dessus. Et c'est grâce à ça qu'on a trouvé nos 2 premiers sponsors aussi. Ils nous ont vus à travers ce site-là, ils nous ont contactés. Chose qu'on n'a pas eu depuis. Hein. Donc c'est vraiment un cadeau tombé du ciel. Ils nous ont contactés et en fait, à partir de ce moment-là, encore une fois, sur la partie plus sponsorship, on a pu commencer à dire à nos potentiels sponsors, bah regardez, on a déjà signé ces sponsors-là. Et encore une fois, du coup, ça a permis un effet de réseau pour faire l'événement qui avait lieu le 8 avril. On a eu un peu plus de 2000 personnes, un peu plus de 100 speakers et une quarantaine de sponsors. Là, c'était une réussite. Ouais, c'était une super réussite. On était super contents d'avoir déjà des premiers grands noms. Par exemple, on a eu Tony Fadell, qui était un des associés de Steve Jobs et après de Tim Cook. Wow. Et tout le monde l'appelle le père de l'iPhone et de l'iPod. Mais ce qui est vrai, c'est lui qui était en charge de ces programmes-là. On a eu la chance d'avoir Tony Fadell pour une première conférence. Chamath Palihapitiya, qui est très connu dans la tech aux US, qui était un des premiers employés de Facebook, qui après a monté son fonds et qui est super visible aujourd'hui dans le monde de la tech. Donc voilà, ça faisait partie des speakers qu'on a réussi à avoir dès la première édition et c'est très rare d'avoir ce genre de personnes. Et ça, c'est grâce au travail de SAP d'Henri sur plusieurs mois. Ouais. Et en fait, dès la première édition, on s'est dit qu'il y avait un vrai potentiel et qu'on pouvait surfer sur ça. Et donc, on a continué. C'est vraiment le cliché des montagnes russes de l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, pour le coup, ça a été très montagne russe. C'est très compliqué aussi parce qu'on avait plein de problématiques dans le sens où on a rejoint une boîte déjà existante de 40 personnes qui avait déjà un événement organisé. On avait 26 ans avec Henri à l'époque. On n'avait jamais fait d'événementiel. Ouais. Pour réussir à faire son trou, à avoir une crédibilité un petit peu auprès des équipes, crédibilité etc. auprès des équipes, exactement. Voilà, faut réussir aussi à comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Entreprise qui a déjà 7 ans, donc qui a une espèce d'inertie que nous, on ne pouvait pas se permettre d'avoir. Donc, on restait aussi beaucoup tous les deux. Parce que si tu commences à respecter tous les process, etc. de la boîte, en fait, on n'aurait pas réussi à faire ce qu'on voulait en 2 mois. Ouais, donc, ça a été très fouillis, très bordélique sur la première édition, mais c'est nos meilleurs souvenirs qu'on a, je pense, ces 6 premiers mois. Mais c'est comme ça vraiment qu'on s'est lancé. Ouais. Génial. Et donc, du coup, maintenant, 2 ans après, maintenant, Raise Summit est aujourd'hui présenté comme la principale conférence européenne dédiée à l'intelligence artificielle. Et quand on regarde un petit peu les chiffres de l'édition 2025, du coup, c'était 250 speakers, 6000 visiteurs attendus et pour 48 heures de conférence. Donc, on se dit clairement que le projet a pris quand même une très grosse ampleur. Et donc, à quel moment tu t'es rendu compte et tu es en train de passer un cap, non seulement à l'échelle nationale, mais du coup vraiment à l'échelle européenne, et que maintenant vous étiez vraiment devenu une référence. une référence
dans l'IA, au moins à l'échelle de l'Europe? Déjà, dès la première conférence qu'on a organisée, on avait toujours le prisme d'être le plus international possible. Et d'ailleurs, je pense que quand tu organises une conférence dans la tech, tu es obligé d'avoir ce prisme-là. Si tu restes sous un prisme trop franco-français ou trop européen, tu vas avoir du mal sur plein d'aspects, financiers, participatifs, etc. Ce qui s'est passé du coup, nous, après la première édition, on avait fait une très belle première édition, mais c'est pas la première édition, on l'appelle l'édition 0.5. La première vraie édition, c'était plus en 2025. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après cette première édition, on s'est posé du coup avec nos associés et on s'est dit, maintenant, on a fait une belle édition, il n'y a absolument rien qui est fait, notre marque, elle est à peine construite. On doit, quoi qu'il arrive, accélérer de manière très significative, vu l'environnement concurrentiel qu'on a dans les conférences IA, pour être visible et pour être présent et pour avoir une chance potentielle de marcher. Et ce qui était génial, c'est que nous, on avait le recul de nos associés qui n'étaient pas du monde événementiel aussi de base, mais qui s'étaient lancés aussi sur cette conférence, la Paris Blockchain Week. Mais ils avaient 7 ans de recul et ils savaient globalement ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et rester trop petit, trop élitiste, il n'y a absolument rien à faire sur ce marché, c'est trop compliqué globalement. Donc on s'est rapidement dit, on va partir au Louvre. La Paris Blockchain Week avait déjà lieu au Louvre. Donc on s'est dit, c'est parfait. On connaît déjà ce qu'on appelle le floor plan, donc tout le lieu, on savait comment l'organiser. On avait fermé une salle, donc on n'avait pas pris tout l'espace au départ. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit on part au Louvre l'année prochaine et on attendra. Alors au début, on avait des prévisions d'avoir entre 4 et 5 000 personnes, 250 speakers, comme tu as dit. Et finalement, on a fait une édition, on avait plus de 7 000 personnes, un peu moins de 400 speakers, des centaines de partenaires et 350 médias sur place. Vous faites presque x2 surtout, quoi. On a fait... 1,5 en tout cas. Sur le nombre de participants, on est passé de 2 à 7, donc on avait fait fois 3,5. On a fait des x3, voire x5, x10, un peu sur toutes les... Mais hyper stressant, non? Justement, le moment où tu te dis, en fait, est-ce que on t'es va être prêt beaucoup plus que prévu. En fait, ce qui est stressant, c'est que dans l'événementiel, par exemple, si tu prends juste un chiffre, c'est celui de la participation, t'as un peu plus de 80% de tes participants qui s'inscrivent 3 semaines avant la conférence ou après. Ce qui fait que moi, tu vois, je me souviens très bien, il y avait Vivatech 3 semaines avant nous, le 14 juin, nous c'était le 8 juillet. Et moi, je suis responsable, en tant que responsable marketing, je suis responsable de la participation. Les tickets à Raise. Et j'avais 410 personnes inscrites sur la plateforme. Là, tu dis c'est dans 3 semaines. Et en fait, tu dois serrer les dents et en fait, tu fais un travail de fond pendant des mois à construire un espèce de tissu de partenaires qui vont te permettre à la fois de ramener du ticket gratuit, du ticket payant. Et en fait, tout doit s'additionner parfaitement à la fin, mais tu croises les doigts. Et en fait, on avait un recul. Tu penses que tu as un recul et que tu as une mainmise sur la situation, mais ce qui n'est pas du tout le cas. Tu ne sais pas si Jade a obtenu un code de réduction de la part de la French Tech ou de France Digital. Tu ne sais absolument pas si elle va l'utiliser ou pas. Et il y a de fortes chances qu'elle ne l'utilise pas d'ailleurs. Et du coup, c'est au dernier moment que tout s'imbrique un petit peu. J'utilise. C'est sympa. Mais c'est au dernier moment que tout s'imbrique en fait. Et sur les derniers jours avant la conférence, on avait plus de 1000 personnes qui s'inscrivaient. De telle sorte qu'à la fin, on s'est retrouvés à 48 heures de l'événement et on s'est dit, les gars, il y a beaucoup trop de monde. Là, pour le coup, il faut qu'on ferme les valves, quoi. Donc, tu dois enlever du discount code, tu dois tout arrêter. Donc, en fait, c'est très dur de trouver cet équilibre-là. Et ça, c'est tous les acteurs dans l'événementiel te diront qu'ils ont la même problématique. C'est comment trouver ce juste équilibre entre avoir une participation suffisante à ta conférence, mais en même temps, voilà, aussi, il y a une question de revenu ticket. Il faut qu'elle soit rentable. Il faut qu'elle soit rentable. Même si les tickets, ça ne représente pas un gros pourcentage de tes revenus in fine. Non, ça représente... Alors nous, c'est assez caricatural, ça représente très peu. L'année dernière, ça représentait environ 10%. Mais globalement, dans les événements tech, les conférences tech, ça représente entre 20 et maximum 25% de ton revenu global. Alors, une question d'où viennent les revenus? Pour moi, je vais à un événement, je paye mon ticket, donc c'est comme ça que l'organisateur va gagner de l'argent. Et d'où viennent les revenus sinon? 80% des revenus restants, ils viennent de ce qu'on appelle du sponsorship. Donc du coup, c'est des entreprises qui viennent et qui prennent un pack de sponsorship à Raise. Et on a différentes activations possibles. On a de la prise de parole. Donc on a 3 scènes à Raise. On a la scène principale où il y a un peu plus de 700 personnes. Et on a 2 plus petites scènes de 200 personnes environ. Et les entreprises peuvent décider soit faire ce qu'on appelle une keynote. Donc tu parles pendant 10 minutes ou 20 minutes. Tu présentes tes solutions, etc. C'est comme quand Tim Cook présente l'iPhone, on dit que c'est une keynote, tu vois, c'est exactement ça. Soit tu as un fireside chat, donc on te met avec un modérateur, donc qui est souvent un journaliste,
soit tu participes à un panel, donc tu as un modérateur et 4 panélistes sur une thématique donnée. Donc tu as la partie prise de parole, tu as la partie visibilité. Évidemment, on a plein de produits de visibilité en ligne, sur site. Je vais pas te faire tout le catalogue, mais on a ça. Tu as une présence physique avec du stand. On a un peu plus de 100 stands. Donc on a un peu plus de 2000 m² commercialisables de stands pendant l'événement. Donc c'est ouf parce que les gens payent pour être visibles par Raise. Ouais, et pour rencontrer du monde. Pour être visible, évidemment. Et pour rencontrer c'est du monde. win-win, quoi. Ok. C'est du win-win. Et puis après, nous, on met en place plein de choses pour qu'en fait, les gens se rencontrent au bon endroit au bon moment. C'est ça qui est le plus dur. Ouais. C'est que tu peux avoir 7000 personnes qui viennent à ta conf et avoir une qualité, une seniorité d'audience qui est super importante. Et potentiellement, si Jade participe demain à Raise, elle peut avoir 40 personnes qui seraient intéressantes à rencontrer pendant la conférence. Mais comment on fait en sorte que Jade rencontre cette personne-là? Ça, c'est très compliqué. Donc, on a développé pas mal de choses en amont, comme une app de networking. En fait, tu t'inscris sur l'app que tu télécharges. Tu as accès à tout l'agenda des conférences et tu as aussi un agenda, un répertoire de tous les participants. Ah, c'est genre un speed dating de qui tu dois rencontrer pendant le sommet. Moi, je participe à Raise, je peux aller sur mon appli, j'ai envie de rencontrer Jade parce que ce qu'elle fait m'intéresse. Je peux lui demander une connexion et si elle l'accepte, je peux lui demander un meeting. Et on a une networking lounge, comme ça s'appelle. Et je peux rencontrer, du coup, l'application te donne une heure de rencontre et une table qui est attitrée. Ok, c'est génial. Mais parce que justement, ça allait être ma prochaine question, parce que quand on parle du Raise Summit, on pense souvent aux conférences, du coup, mais comme tu viens d'expliquer, en réalité, c'est un événement beaucoup plus large. Tu l'as dit tout à l'heure, le sommet a lieu au Carrousel du Louvre, et il s'inscrit donc dans la Raise Week dont tu parlais, et avec donc plusieurs temps forts, donc les hackathons, les compétitions, un dîner VIP où figure par exemple Arthur Mensch, qui est le fondateur et CEO de Mistral, Eric Schmidt, ex-CEO de Google, et bien sûr donc le sommet en lui-même. Et donc, en fait, concrètement, tout ce que tu viens de nous dire, là maintenant, tous les événements qui ont lieu au sein même de cet événement, donc vous passez 1 an à préparer une semaine, en fait? Ouais, on passe 1 an à 50 personnes à préparer. Alors, l'année dernière, on n'était que sur 2 jours. On avait fait notre dîner VIP la veille du début de la conférence, mais c'est une conférence qui a lieu sur 48 heures. Ouais, enfin, combien de temps en amont vous commencez à travailler dessus, en fait? Et surtout, comment vous coordonnez justement toutes ces briques pour que tout soit parfait le jour J? Par exemple, en 2024, quand on a commencé à penser à l'édition 2025, on a commencé à travailler dessus en mai. Donc, c'est-à-dire qu'en mai 2024, on travaille pour une édition de juillet 2025. Donc, ça prend un peu plus d'1 an à organiser. Là, cette année, comme tu l'as dit, on ne fait pas que le Raise Summit. On fait ce qu'on appelle la Raise Week, où on est en train de développer d'autres événements. On fait un autre événement sur la robotique, par exemple, qui s'appelle Machina, et qu'on a annoncé il y a 2 semaines, qu'on fait en marge de Raise, parce que tu peux profiter un petit peu des synergies que tu as entre les 2 événements. Les participants, tu as quand même, là, cette année, on attend un peu plus de 9000 personnes à Paris. Donc, tu peux potentiellement inviter une partie de ces 9000 personnes à ton événement. Donc, pour lancer, en tant que rampe de lancement, c'est parfait de lancer ton événement à ce moment-là, même si pour nous, c'est très dur, parce que tu as beaucoup de choses à gérer. Et, mais pour t'expliquer un petit peu les différentes étapes, tu passes, on va dire, un trimestre à essayer de définir ce que tu veux faire sur ton événement. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte parce que, par exemple, si tu veux avoir une startup compétition pendant l'événement, ça implique des changements au niveau de l'endroit, de la location de l'endroit. Qu'est-ce qu'on prend comme endroit? Quelle est la bonne stratégie pour notre floor plan? Comment on l'ajuste? Ça, c'est des questions, voilà, c'est toutes ces questions un petit peu en amont qu'il faut avoir sur quelle est la colonne vertébrale que je veux donner à mon événement. Tu passes 3 mois dessus, tu refais ton identité de marque, ta stratégie de marque, ta communication, tes brochures. Donc, on a des centaines de pages de brochures qu'on envoie à des partenaires, médias, sponsors, speakers, participants. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à faire et ça implique tous les corps de métier au sein de l'entreprise, donc opérationnel, marketing, sales, contenu. Donc, tu passes 3 mois à faire ça. Après, tu as une partie plus commerciale, on va dire. Là, par exemple, en ce moment, on est pile dedans. 6 mois avant l'événement, tu as un trimestre de forte activité commerciale où tu trouves tes sponsors, tu trouves tes speakers. Donc, tout avance très, très rapidement sur ça. Et là, tu commences à voir ton événement qui est en train de se mettre en place. Là, tu vois, par exemple, on a déjà une bonne idée de ce à quoi va ressembler notre édition en juillet. Et on va dire qu'à partir d'avril, c'est plus la phase qui part dans absolument tous les sens. C'est-à-dire que tu as une partie commerciale qui reste présente parce que jusqu'au dernier moment, tu vends.
Moi, sur la partie marketing, c'est à partir de ce moment-là où tu essaies d'être visible, tu essaies d'avoir des activations, presse, médias, pour être le plus visible possible. C'est les premiers tickets que tu vends aussi. Donc là, tout est une question de visibilité et de créer un petit peu le momentum autour de ta conférence. Et en même temps, tu as tous les sujets, évidemment, opérationnels, logistiques qui arrivent, la gestion des speakers. On a un peu plus de 400 speakers cette année, donc il faut les gérer au cas par cas. Et puis c'est les derniers moments d'ajustement. Et il y a même le panneau qui donne la direction des toilettes doit être vérifié en amont, etc. par tout le monde. Donc c'est vraiment un moment de rush intense et qui commence vraiment 3 mois avant l'événement. C'est dingue parce que vous avez vraiment créé tout un écosystème. Enfin, t'as une semaine, t'as un dîner, tout est fait pour qu'il y ait de la rencontre et de l'échange entre c'est le monde de l'IA, vraiment pour que vous soyez interconnectés. Je trouve ça incroyable. Et tu parlais justement des speakers. Les speakers, c'est un peu le cœur de ton événement. Comment vous les trouvez? Comment vous les démarchez? Comment vous les approchez? Qu'est-ce qui te dit genre je vais approcher ce mec ou pas lui? Vous avez des critères préalablement définis? Comment vous faites? En 2023-2024, quand on a commencé, on n'avait pas vraiment de critères définis. Tu sais un petit peu, tu vois les personnes les plus influentes dans l'écosystème de l'IA, que ce soit des investisseurs, des fondateurs de boîtes d'IA. Par exemple, l'année dernière, on a passé beaucoup de temps à entrer en contact avec Anton Ozika, qui est le fondateur de Lovable. Lovable, qui est aujourd'hui la boîte d'IA star en Europe. Ils sont suédois et on a passé beaucoup de temps à les approcher. Il y a différentes stratégies. On les apprend avec le temps. Au début, on contactait les personnes directement, soit par email, soit par LinkedIn. On a commencé à rapidement comprendre que ces personnes-là pouvaient avoir aussi des agences de presse qui géraient leurs relations. On aborde aussi souvent notre stratégie, c'est aussi souvent d'arriver avec la personne en charge de l'événementiel ou du marketing au sein de l'entreprise et qui nous met en relation après avec le CEO. Mais globalement, aujourd'hui, nous, notre axe de recherche sur nos speakers, c'est principalement des CEO de start-up scale-up mondiales. Tu peux rappeler ce que ça veut dire, scale-up? Scale-up, c'est une start-up qui commence à beaucoup grossir. Okay. Il n'y a pas vraiment de critères prédéfinis, mais c'est souvent une boîte de plus de 100 personnes qui fait plus de 10-15 millions de chiffre d'affaires et voire beaucoup plus. Ok, donc les startups, les grands référents dans le monde de l'IA, et vous visez quoi d'autre comme personne? J'ai vu qu'il y avait eu par exemple le ministre, la ministre de l'IA et de l'informatique, du numérique, pardon. J'ai vu qu'il y avait justement eu la ministre de l'IA et du numérique. Ça aussi, du coup, les personnalités publiques sont très importantes pour vous, et justement dans le monde politique français aussi, vous voulez les approcher? Bah ouais, c'est super important pour nous parce que on a imaginé Raise principalement comme une plateforme business qui permet, in fine, l'objectif de tout le monde à Raise, c'est de pouvoir conclure les bons partenariats, pouvoir générer du business entre différents acteurs dans le monde de l'IA. Mais c'est très important pour nous pour asseoir la légitimité de l'événement, et aussi parce que c'est la thèse originelle de Raise, c'est de réussir à rassembler tout l'écosystème de l'IA. Donc que tu sois un fondateur de start-up et que vous soyez deux, que vous ayez commencé il y a 2 semaines, aux grands groupes comme LVMH, Thales ou autres en France qui sont en train d'implémenter des stratégies d'IA, aux investisseurs, donc les plus gros fonds d'investissement du monde. Mais il y a aussi évidemment cette partie politique publique qui est extrêmement importante dans l'IA, surtout aujourd'hui quand tu vois tout ce qui touche aux enjeux de souveraineté. On le voit aujourd'hui, tu vois, entre les US et l'Europe, par exemple, avec toutes les tensions géopolitiques qu'il y a, etc. C'est des sujets qui sont très intéressants à aborder. Et la raison pour laquelle on a construit ce genre d'événements et de plateformes, c'est justement pour qu'il y ait ces échanges. Donc l'année dernière, on a eu la chance d'avoir Clara Chapas, qui était effectivement ministre du numérique et de l'intelligence artificielle. On a eu, pendant l'année, on a fait un événement avec David Petraeus, qui était l'ancien directeur de la CIA, commandant en chef des armées en Afghanistan aussi. On a eu le CTO de la Maison Blanche. Alors, on a appris sur le tard que ça existait, mais on a eu la chance d'avoir Michael Kratsios pendant notre première édition, qui était le CTO de la Maison Blanche pendant 4 ans, pendant le premier mandat de Donald Trump. Et on a la chance d'avoir des relations assez importantes avec la Commission européenne, avec des secrétaires d'État aussi dans l'administration US. Le secrétaire d'État à l'énergie qui s'appelle Jacob Elberg est venu. Est-ce que vous fidélisez un peu ces speakers? Est-ce qu'ils sont par exemple venus sur l'édition 2025? Est-ce que tu as envie de les avoir sur l'édition 2026? Est-ce qu'il y a un système un peu de fidélisation, ou comme ils sont toujours entre guillemets chauds dans leur domaine, ils peuvent encore venir et c'est très intéressant de les entendre parler?
On est toujours dans une logique de fidélisation, dans le sens où on a la chance de pouvoir construire des relations avec ces personnes-là. Et in fine, c'est des personnes qui nous aident énormément aussi pour rencontrer de nouvelles personnes, pour nous faire des introductions. Donc on a toujours à cœur de conserver ces relations avec nos intervenants des années précédentes. Et globalement, en fait, ils ont toujours évidemment leur place dans nos prochaines conférences. Donc ça, c'est quelque chose qu'on cultive et on fait très attention à ça. Et tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de l'organisation, donc plutôt trimestrielle. Mais toi, du coup, à quoi ressemble une journée type? Enfin, c'est-à-dire, sur quoi est-ce que tu passes le plus de temps en général? Est-ce que c'est plus la stratégie, l'opérationnel, les équipes, la vision? Du coup, est-ce que ça dépend en fonction du coup, des trimestres dont tu parlais tout à l'heure? Toi, t'es plutôt sur le marketing, mais dans ta journée type. Ouais. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, on a différentes séquences en fait avant l'événement. Donc ça déjà, ça va radicalement changer mes journées, dans le sens où les 3 derniers mois vont être évidemment beaucoup plus chargés que le mois de septembre, par exemple, où je suis encore à 9 mois même plus 10 mois de la conférence. Globalement, moi, c'est pas forcément très réaliste, dans le sens où, par exemple, mon associé Henri, lui, a des journées qui se ressemblent beaucoup plus, dans le sens où il est vraiment axé sur cette partie sponsorship et cette partie speaker. Donc, il va avoir des dizaines de calls dans la journée, mais qui vont souvent toucher à ces deux axes-là. Le marketing, en tout cas la manière dont nous, on l'imagine chez Raise, il touche à beaucoup de sujets qui sont assez transverses, dans le sens où moi, je m'occupe par exemple de l'identité de marque de Raise. C'est-à-dire qu'il y a un côté très créatif, etc., sur lequel je dois travailler, mais je m'occupe aussi de la partie ads, notre partie social media, qui est très importante évidemment. Il y a aussi une partie data, comme je vous l'ai dit, il y a une partie ticket, et c'est plus moi qui vais être en amont, on va dire, en arrière d'Henri, pour gérer beaucoup de sujets plus opérationnels. Là où Henri est toujours sur le front, et moi, souvent, je vais être un peu plus derrière pour gérer des différents projets. Mais par exemple, aujourd'hui, ma journée type, c'est que j'ai eu une réunion avec une agence de presse avec qui on va travailler en juillet pour la première fois. Et donc, du coup, on a pu définir un petit peu les contours de notre ciblage de journalistes et de médias qu'on aimerait bien avoir. Donc, je m'occupe aussi de cette partie média-là. Mais en même temps, j'ai eu une réunion avec Station F parce qu'on va peut-être faire un événement avec eux. Donc, il y a une partie beaucoup plus opérationnelle où j'étais là sur la logistique, qu'est-ce qu'on peut faire à l'événement, combien on a de mètres carrés, combien on a de scènes. Et je faisais partie de cette réunion-là. J'ai eu une réunion créative aussi ce matin sur des ads qu'on va sortir dans une semaine et sur lequel, du coup, je suis pas mal impliqué. Donc, du coup, j'ai un kaléidoscope de projets qui est très, très large. Donc, encore une fois, c'est un peu cliché, mais chaque journée est très différente. Ouais. Et en l'occurrence, moi, j'essaie de toucher le plus possible un petit peu à tout. Et je dois être partout. Et c'est assez, en fait, représentatif de l'entrepreneuriat. C'est être un couteau suisse. Tu fais aussi bien de la créa que du marketing, l'organisation d'événements. Et c'est justement, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît de pouvoir toucher à tout, d'apprendre sur tout et en fait développer tes compétences un peu partout et d'être apte après à monter quelque chose vraiment... c'est quelque chose que j'adore, mais que je trouve assez fatigant. Et surtout, en fait, on s'est rendu compte avec Henri au tout départ, on avait réussi un petit peu à scinder nos activités chacun de notre côté. Et à la fin, on n'arrivait pas vraiment à le faire. Et c'est-à-dire que moi, ça m'arrivait très souvent, et même encore aujourd'hui, tu vois, ça m'est encore arrivé d'être sur un call sponsorship, sales, même si ça m'arrive beaucoup plus rarement, mais au début, on faisait vraiment tout ensemble. C'est-à-dire que Henri pouvait écrire un post pour la page LinkedIn, moi, je pouvais aller sur un call sales, sur la partie opérationnelle, on était tous les deux sur les calls, etc. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait, non pas parce qu'on se marchait dessus, mais juste par rapport au temps qu'on devait allouer sur chacune des tâches, on devait vraiment scinder de telle sorte qu'il y en ait un qui soit que sur un sujet et l'autre qui soit que sur un sujet. Parce qu'en fait, finalement, on n'arrivait pas, on avait l'impression de prendre un peu l'eau partout et de ne pas comprendre les sujets partout. Là où Henri, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'il fait que du sales et qu'il est excellent à ça. Et que moi, je fais du marketing. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je suis excellent, mais au moins, je commence à bien comprendre ces sujets-là. Et ça prend beaucoup de temps de bien comprendre le marketing événementiel. C'est assez particulier. Donc, on a vraiment réussi à scinder avec Henri sur nos différentes tâches. Et vu qu'on a pas mal grandi, même au niveau de la boîte, c'est très important pour nous d'avoir cette vision-là claire. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous avez chacun réussi à établir une diversité de skills entre Henri et toi. Et pareil pour l'intelligence artificielle, qui, donc, on commence à le voir, nous, on a vu ça naître et on voit à quel point ça va vite et ça se transforme et ça se développe d'année en année. Et donc, ça peut être bénéfique pour Raise, en fait, parce que ça explique aussi pourquoi est-ce que, à mon avis, vous grossissez autant chaque année. C'est parce que ça commence à toucher tous les secteurs dans lesquels on vit ou qu'on peut toucher.
Et qu'est-ce que toi, à travers le profil des speakers ou alors les sujets que vous abordez, et même à travers Raise de manière générale, vu que tu travailles en fait du coup à fond dans le sujet même de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être du futur de l'IA ou toi, quel est l'état actuel en fait de l'IA d'après toi? Nous, déjà, quand on a commencé à construire Raise, pour notre axe de différenciation majeur, c'était aussi d'être agnostique en termes d'industrie touchée. C'est-à-dire qu'on ne se concentrait pas sur l'industrie du retail ou l'industrie du data engineering. On était ce qu'on disait cross-industry event, parce que toute notre communication est en anglais pour le moment. Donc en fait, dès le départ, en fait, on touchait un petit peu toutes les cibles. Ça a été compliqué parce que c'est dur de trouver un axe narratif et une direction claire, dans le sens où tu peux parler au CMO de LVMH, mais tu peux aussi parler au CTO de Salesforce. Et les deux personnes n'ont rien à voir et ne cherchent pas la même chose. Donc c'était un peu un risque pour nous. Nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a un petit biais aujourd'hui dans notre conférence, c'est que évidemment, la nature de ta conférence dépend aussi beaucoup de tes sponsors. Et tu vas chercher des sponsors, mais c'est aussi eux qui viennent à toi. Et à la fin, tu as un panorama de sponsors qui participent à ta conférence. Et nous, en l'occurrence, Raise, pour le moment, un petit peu à l'image de l'IA, on a une conférence qui est très portée sur l'infrastructure. Donc, par l'infrastructure, c'est tout ce qui touche au data center, aux puces, tout ce qui permet en fait à l'IA de fonctionner aujourd'hui, dont on parle beaucoup, qui sont les grosses levées de fonds, etc. On parle évidemment de Nvidia, mais il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, on a une conférence qui est très tournée sur l'infrastructure et on commence à avoir des modèles applicatifs, on va dire, sur plein de solutions et d'outils qu'on utilise au quotidien. ChatGPT est un outil applicatif, par exemple. Mais on commence à voir cette transition-là, nous, en termes de participants et en termes de sponsors. Et on trouve ça super intéressant parce que moi, personnellement, je m'intéresse vachement à la partie applicative de l'IA plus qu'à la partie infra, qui est assez technique et qui est extrêmement intéressante, mais je m'intéresse plus à la partie applicative. Et on commence vraiment à voir aujourd'hui les entreprises qui sont plus en train de débattre du bienfait ou pas de l'implémentation d'IA. Est-ce que ça va remplacer des centaines d'emplois, etc. Je pense qu'on est arrivé à un moment plus mature pour l'industrie où tout le monde réalise que l'IA va avoir un impact fondamental, que non, elle ne va pas supprimer des centaines de milliers d'emplois. Tu peux essayer aujourd'hui de monter une boîte tout seul avec des IA. Tu verras que sans garde-fou et sans personne qui gère les projets derrière, tu n'arriveras à pas faire grand-chose. Tu pourras faire beaucoup plus de choses qu'il y a 5 ans, ça c'est sûr, tout seul. Mais globalement, l'IA va absolument pas remplacer l'humain. Elle va juste lui permettre de s'augmenter sur beaucoup de tâches. Et on voit ce changement-là. Et aujourd'hui, je pense que le sujet le plus important, c'est la question de la souveraineté autour de l'IA. C'est un sujet qui est fondamental. On voit en partie à cause des tensions géopolitiques qu'il y a et où l'Europe réalise que malheureusement, on est très très dépendant de beaucoup d'acteurs étrangers. Et qu'aujourd'hui, s'ils fermaient les vannes, on pourrait potentiellement ne plus rien avoir parce qu'on n'a pas la stack technologique nécessaire pour tout faire. Et c'est un vrai enjeu en Europe avec ce qui se passe en ce moment et les tensions géopolitiques qu'il y a, la souveraineté autour de l'IA et le fait d'avoir des IA qui puissent être gérées en interne dans un cercle fermé et souvent sans avoir à utiliser des ChatGPT qui sont des mastodontes et qui te font cramer beaucoup d'énergie, etc. Mais avoir des plus petits modèles beaucoup plus spécialisés sur des tâches précises, ça c'est ce vers quoi on se dirige, avec évidemment toutes les révolutions de l'agentique IA, donc tous ces agents qui peuvent t'aider au quotidien sur plein de choses, au traitement de mail au traitement de données, et j'en passe énormément. Et ça, c'est un des sujets que tu aimerais que tes visiteurs aient en tête quand ils repartent de Raise? Ouais, c'est des sujets qu'on va évidemment aborder. On est en train de... Ce qui est très compliqué aussi pour nous, c'est que définir un agenda autour des thématiques qui vont être abordées dans l'IA, tu dois le faire vraiment au dernier moment. On commence un petit peu à le faire, mais on va vraiment se pencher dessus à partir du mois de mars, avril, parce que ce qui est vrai en janvier ne l'est peut-être pas en avril. Ah ouais, ça va tellement vite. Ça va très vite. Ouais. Et tu vois, il y a une semaine, il y avait Donald Trump à Davos et on ne savait pas s'il allait annoncer potentiellement qu'il voulait prendre le Groenland par la force. Ça change un petit peu tes sujets si ça se passe effectivement. Donc en fait, tu es obligé de devoir dealer, d'adapter, de devoir t'adapter à toutes ces contraintes, qu'elles soient géopolitiques, technologiques, avec des sorties toutes les 2 semaines de nouveaux modèles. Il y a 3 ans, c'était ChatGPT qui était largement en avance. Aujourd'hui, on voit que ChatGPT et OpenAI ils sont en train de perdre un petit peu la mainmise sur toute cette partie de LLM. Ah ouais? Ouais, au profit d'autres acteurs. Il y a Google avec leur outil qui s'appelle Gemini. Ah oui. Il y a Anthropic, qui est un outil qui s'appelle Claude, qui marche extrêmement bien, surtout pour les entreprises.
Donc OpenAI est assez largement concurrencé aujourd'hui. Et tu vois, c'était un sujet qui n'était pas du tout à l'ordre du jour en juillet dernier, où OpenAI était encore complètement leader, avait la mainmise complète sur l'utilisation, avec 80% du trafic sur les LLM en B2C. On se posait pas trop de questions et on se disait Google, Anthropic, c'est bien, mais ils sont à la ramasse, quoi. Et ça, c'est en train de changer assez radicalement. Donc voilà, il y a beaucoup de plaques tectoniques qui bougent en ce moment, et il faut réussir à rester alerte sur ça et à définir le meilleur agenda possible qui colle par rapport aux thématiques qui auront lieu en juillet. Et justement, tu parlais de l'IA qui change énormément, et donc du coup, Raise, j'imagine qu'il va changer avec, voire grossir, ce que je vous souhaite. Et donc toi, comment est-ce que tu vois l'objectif à moyen et long terme pour Raise, justement? Est-ce que c'est continuer à grandir, à se diversifier ou aussi à consolider l'existant déjà? Ouais, je pense que c'est important déjà de consolider l'existant, comme tu dis. On cherche pas forcément à faire la course aux chiffres, dans le sens où on cherchera jamais à devenir une conférence de 20, 30, 40 000 personnes. C'est pas du tout l'enjeu et l'objectif de Raise. On a toujours voulu préserver cette intimité, entre guillemets, même si aujourd'hui elle est plus vraiment de mise. Mais on a toujours voulu conserver cette seniorité dans les échanges, dans les participants, etc., pour vraiment que les gens qui viennent à Raise aient un retour sur investissement qui soit tangible. Donc on va dire consolider la base existante de Paris, c'est super important pour nous. Et on regarde aussi pour ouvrir potentiellement Raise à l'étranger, sur des marchés différents, avec des enjeux différents. Donc on regarde activement pour ouvrir un Raise dans un autre pays. Avec toujours au centre l'IA. Toujours au centre l'IA, peut-être avec modification un peu à la marge sur la thématique et l'axe de la conférence. Mais ça sera toujours globalement un salon IA global. Ok. Et donc ça, maintenant c'est une question qu'on aime bien poser justement sur le Job Show. C'est plutôt ton conseil pour les jeunes. Donc si jamais il y a des jeunes qui aimeraient se lancer et pareil, créer un sommet, que ce soit dans l'IA ou autre, est-ce que tu as un conseil à leur donner pour plus tard? Si je pouvais donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, déjà, on va très souvent vous mettre devant vos yeux les différentes barrières qu'il y aurait à créer quelque chose. Je me souviens avec Henri qu'on commençait à parler du fait qu'on voulait monter un événement sur l'IA. Même autour de nous, dans nos proches, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Les gars, vous faites fausse route et il n'y a aucune chance que tout ça marche. Faut croire en son projet. Faut faire quelque chose qui vous anime. » Je pense que c'est la chose la plus importante. En tout cas, moi, je marche à ça. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent être épris d'un projet pendant 7 ans sans s'intéresser au sujet. Moi, je marche pas comme ça, et je recommande toujours de partir sur un projet qui vous intéresse, qui vous fera rêver le matin dans 4 ans, alors que vous avez traversé des turbulences énormes pour X ou Y raison. C'est très important, et se lancer jeune aussi. Souvent, on échoue quand on se lance jeune. Moi, j'ai échoué beaucoup au début, mais in fine, c'est là où tu apprends le plus. Et je pense qu'il faut se prendre quelques gamelles avant de fonctionner, même si je leur souhaite absolument pas ça. Mais c'est souvent comme ça que ça marche. Il faut pas avoir peur d'échouer. Et tu trouveras toujours une porte de sortie pour rentrer dans un mode de vie plus conventionnel si tu as besoin de le faire. Donc moi, je pousse très fortement les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire. Merci pour ce conseil. Je trouve que c'est hyper représentatif de notre génération. Je pense qu'on est une génération qui se lance beaucoup plus dans des projets entrepreneuriaux, on a moins peur. C'est pas grave de se louper, c'est très bien d'essayer. Et c'est jamais quelque chose de perdu. Donc même nous, au Job Show, je pense qu'on en est aussi la preuve. On se lance, et même je ne sais pas où on en sera dans 10 ans, mais vous êtes en train d'exploser en vrai, je pense. C'est rien de perdu, mais en tout cas, Adrien, merci pour ces très beaux mots. C'était hyper intéressant de savoir comment tu as monté un projet comme Raise, comment on passe d'une idée à vraiment un projet. Et même s'il y a eu des doutes, des difficultés, aujourd'hui, vous êtes un référent dans l'IA. Donc, vraiment bravo. Merci. J'espère qu'on sera présente à l'édition 2026. Bien sûr. On fera un petit retour sur expérience. On fera un job show sur site. On fera un job show au milieu du carrousel du Louvre. Ce sera exceptionnel. Bah ouais. Moi, je suis très chaud. Voilà, donc merci Adrien, et on te souhaite... Il y aura plein de métiers pour l'IA, pour le coup. Il y aura plein de... Mais voilà, accrochez-vous. On a eu un fondateur d'un sommet sur l'IA. On aura peut-être quelqu'un dans l'IA, on se le souhaite, parce que c'est l'avenir en tout cas. Mais en tout cas, merci beaucoup Adrien pour cet échange. Merci à vous, c'était super sympa. Merci beaucoup. Merci Jade, merci India.